Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode qu'on démarre. Alors je suis ravie parce que c'est un épisode à 3 voix cette fois-ci, avec la maman qui s'appelle Cathy et la fille qui s'appelle Léa, qui est venue vers moi via Instagram et qui m'a contactée. Et au cours de notre échange, en fait, est née un peu cette idée de faire un enregistrement à 3 voix que je trouve hyper intéressant, d'avoir le témoignage du côté des parents, du parent et de l'enfant. Donc, je vais vous laisser vous présenter chacune, Cathy pour commencer, et ensuite Léa. Donc, si vous avez quelques mots pour dire de où vous êtes, enfin où vous vivez, d'où vous venez, voilà, rapidement. Cathy, tu habites où aujourd'hui? J'habite Tu es dans quelle région? j'habite à Amiens. Et du coup, tu as adopté Léa quand tu avais quel âge à peu près? Quand je suis allée la chercher, j'avais 43 ans. Donc en fait, ça va être tout le sujet de notre échange sur comment est née cette histoire entre Léa et toi. Léa, je te laisse te présenter rapidement aussi, comme ça, en fait, ça permet à chacun d'avoir d'identifier le prénom et la voix aussi. Moi, c'est Léa. J'ai actuellement 30 ans, enfin dans 2 mois. J'habite également à Amiens. J'alterne un petit peu avec le sud-ouest de la France. Et voilà, je suis, l'enfant adopté, de Cathy, tout simplement. Super. Alors Cathy, est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu de quand date ou à quel moment tu as eu cette envie d'adopter? J'ai adopté Léa quand elle avait 40, c'est-à-dire que légalement, elle avait 3 ans, mais elle m'a été confiée, à la naissance à 43 ans, mais l'envie d'adopter est revenue bien avant. Donc c'était quand j'étais encore mariée et que j'avais encore un désir d'enfant. J'avais déjà 2 enfants qui étaient déjà relativement grands et quand j'en ai parlé à mes enfants, après ma séparation, ma fille était absolument ravie. Par contre, mon fils était un peu réticent. Lui, ça l'embêtait un petit peu. Donc j'ai attendu en parlant de temps en temps. J'ai attendu qu'il soit disponible et qu'il soit disposé et content qu'un nouvel enfant nous rejoigne. Donc ça a duré effectivement un certain temps, au cours duquel, non seulement je me suis séparée de mon mari, mais que j'ai appris à vivre avec mes 2 enfants. Mais l'idée était déjà là. Donc puisque c'était une idée qui avait germé, à ce moment-là, quand j'étais encore mariée. Et du coup, est-ce que tu as suivi un peu les procédures? Tu as rejoint des associations ou Non, des... j'ai tout fait en freelance, comme on dit. Je suis allée à la DAS, puisque c'était elle qui s'occupait, de ça. Par contre, j'ai suivi la procédure complète, de la DAS. Donc, avec un certain nombre de réunions communes, plus après des interviews, de psychologues, assistantes sociales, donc j'ai eu une première réponse qui demandait un complément d'enquête qui a été fait. Donc tout ça, ça s'est étagé sur 3 mois. Parce que je dis entre le moment où j'ai fait demi-tour sur le trottoir pour aller à la DAS en me disant: «Je vais voir comment on fait» et le moment où Léa est arrivée chez nous, il y a eu 3 ans. Mmh, d'accord. Et comment tu as vécu cet accompagnement avec la DAS? Est-ce que c'était quelque chose que tu vivais avec légèreté ou quelque chose qui te stressait, qui t'angoissait ou comment t'as Non, vécu? c'était très d'abord, c'était assez carré, les rendez-vous, ils étaient pris, longtemps à l'avance, on avait le temps de s'y préparer. Ça n'a pas été intrusif. J'ai trouvé que le psychologue était un peu curieux, mais pour moi, c'est tous les psychologues qui sont un peu curieux. Non, ça m'a pas posé de gros problèmes. Je crois que mes enfants aussi ont été, vus par le psychologue. Donc non, j'ai pas gardé de souvenir de difficultés particulières et j'étais très détendue parce que dans ma tête, c'était: «Si ça doit se faire, ça se fera». Et s'il y a des bâtons qui se mettent dans les roues ou s'il y a des choses qui deviennent impossibles pour une raison ou pour une autre, c'est que ça ne doit pas se faire. Donc j'étais restée très résignée par rapport à ça, ce qui me rendait très calme, en fin de compte. Donc les choses se sont enchaînées, les choses se sont faites.
Et le frère et la sœur de Léa, du coup, comment t'en parlais de ce cheminement d'adopter, etc. C'était un sujet que vous abordiez régulièrement? Et Comment je remettais ça sur le tapis assez régulièrement. On en parlait en disant, oui, si on avait un autre. Alors c'était une petite fille, je sais pas pourquoi, c'est une petite fille. Si on avait une petite sœur, surtout ma fille qui elle était déjà ado. Je crois qu'elle elle devait être déjà un peu travaillée par son instinct maternel. Donc elle était absolument ravie. Donc si on en parlait de temps en temps, et puis je les tenais toujours au courant de là où on en était. Donc la 3e année, j'ai pris contact avec des gens que je connaissais. Donc une personne à Madagascar et puis une personne qui habite en Polynésie, dans lequel on m'avait dit que il y avait des mécanismes d'adoption qui étaient simplifiés. Donc j'ai écrit aux deux. Je n'ai pas eu de réponse de Madagascar, mais j'ai eu des réponses de la Polynésie, puis un coup de fil qui me disait qu'il connaissait un bébé qui n'était pas encore né et qui serait proposé à l'adoption, et c'était Léa. Donc Et alors ça quand s'est enchaîné vraiment très naturellement. mais alors juste pour moi, parce qu'il y a un truc, je sais pas si c'est moi qui ai mal compris, l'accompagnement avec la DAS, tu dis que ça a duré 3 mois Non, 3 ans. et à 3 ans, c'est ça? Oui. 3 ans. OK, 3 ans. OK, donc c'est effectivement moi qui avais Oui. mal compris. Et 2 ans plus 1 an de complément. C'est quoi le complément? J'ai dû retourner chez le psychologue. Et donc, je reviens juste à ce que tu disais avant. Donc, on te dit qu'il y a il y a un enfant en tout cas qui va être Une petite fille, mis à on savait que c'était une petite fille. donc il y a une petite fille qui va être mise à l'adoption en Oui, Polynésie. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? une grande joie, ouais. Et du coup, est-ce que tout s'enchaîne? Tu te dis: «Allez, on prend les valises, on va en Alors, Polynésie». Comment ça se c'était plus passe? compliqué parce que je travaillais, donc il fallait que je m'absente, et là, c'est les détails administratifs qui sont devenus un peu curieux parce qu'on connaissait, les congés de maternité, les congés d'adoption, donc on donnait quand l'enfant était au foyer, et puis donc on avait le droit à un congé. Mais moi, je demandais un congé pour aller chercher un bébé qui n'était pas encore né. Donc j'ai eu quelques difficultés à obtenir un congé anticipé d'adoption sur un enfant qui n'était pas encore né. Donc, mais ça a fini par se faire quand même. Après, je me suis arrangée avec mes collègues, puisque je suis enseignante, pour qu'ils prennent toutes mes charges d'enseignement pendant mon absence, qui était la condition dans laquelle on voulait bien me laisser partir. Et puis voilà, donc j'ai travaillé 2 fois plus que d'habitude pour pouvoir me libérer sur 15 jours, le temps de la naissance de Léa et puis de la ramener, quoi. Et du coup, vous êtes allés tous les 3 en Non, 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 je Polynésie suis ou allée seule. D'accord. Je suis allée seule. J'ai confié mes grands-enfants à mes parents et je suis partie seule. Alors j'ai une petite question qui me vient en tête. Est-ce que, ce parcours d'adoption, enfin ces 3 ans, le fait d'avoir fait ces démarches seule, ça a été un peu compliqué par moments? Non, parce qu'il y avait toujours, je me disais: Si ça doit se faire, ça se fera, et si ça doit pas se faire, ça se fera pas», et j'ai pas voulu me compliquer les idées avec ça, quoi. Donc on arrive au moment où tu prends tes valises, tu prends l'avion. Oui, C'est long l'avion pour aller très, jusqu'en très Polynésie? long. Oui, il faut presque 24 heures. Il faut Ouais, donc 12 heures j'imagine que tu d'abord et 10 heures ensuite, avec une escale de 2 heures. Oui, ça, c'est long. j'imagine qu'en plus de ça, tu devais être impatiente? Oui, oui, oui. Heu, oui, là, je me sentais assez sous tension, oui. Ouais. Donc j'avais les amis, qui m'avaient mise en contact avec cet enfant qui m'accueillait, qui sont venus me chercher à l'aéroport. Donc j'étais pas perdue, je savais, il y avait déjà des gens pour m'accueillir et puis pour me guider. Donc le bébé n'était pas encore né à ce moment-là.
C'est ce que j'allais te dire. Donc, il s'est passé combien de temps jusqu'à ce que Léa naisse? Il a dû se passer un peu plus de 8 jours. Et puis j'ai appris dans la nuit, mais j'ai vu la maman qui était sur le point d'accoucher. Je l'ai vue avant sa naissance plusieurs fois. Et puis après, on m'a téléphoné en pleine nuit pour me dire que le bébé était né, que tout allait bien. Donc j'ai encore attendu une journée avant d'aller la voir parce que mon emploi du temps était chargé à ce moment-là. Et donc j'ai vu Léa pour la première fois, elle avait une journée, un jour. Et alors, ce moment, j'imagine que tu t'en souviens comme si Oui, c'était hier. oui. Là, je suis de nouveau dans la chambre à la maternité. Et c'est marrant parce que je l'avais pas évoqué. Il a fallu que vous en parliez pour que ça me revienne en mémoire. Là, je m'y revois. Donc, avec un hôpital très curieux parce que les murs étaient en béton brut. Il n'y avait pas de fenêtre. C'était ouvert comme c'est un pays où il fait très chaud. Pas de fenêtre, le béton brut. Plusieurs mamans dans une même petite pièce. Très étonnant. Étonnant, tout était étonnant. Mais le bébé, elle était divine. Donc la maman me l'a collé dans les bras et puis ça a été des moments très forts, oui. Donc la maman est restée 3 jours à la maternité. Après, elle est partie avec le bébé, elle m'a invitée chez elle. Donc on est restés 2 jours ensemble chez elle et après elle m'a dit de partir. Elle m'a dit de partir avec Léa. Alors je suis partie avec Léa. Quelle relation tu peux créer avec cette maman biologique, du coup? Vous faisiez quoi? Vous parliez de quoi? Elle me parlait beaucoup de sa famille. J'ai dû noter tout ça, tout ce qu'elle m'a dit, je l'ai noté, mais je l'ai pas relu depuis. Alors donc, si Léa est intéressée de savoir ce qui s'est dit à ce moment-là, elle pourra le retrouver. Parce qu'en partant dans l'avion, j'ai noté tout ce que je faisais et tout ce que je pensais. Tout ce qu'on m'avait dit et donc tout est noté, mais depuis je l'ai oublié. Ça n'a plus d'importance pour moi. Et si ça en a pour Léa, elle sait où aller le chercher. T'avais fait en fait un carnet de bord au jour le jour. Oui. Donc avec la maman et avec le papa, la seule question qui m'intéressait, c'était de savoir pourquoi il l'a confié à l'adoption. C'est une réponse que j'ai jamais eue. J'ai D'accord. demandé au papa si ça le dérangeait pas que je parte avec son bébé, et il m'a regardé l'air étonné en disant non, pourquoi? Ça m'a je me suis dit qu'on ne vivait pas dans des mondes identiques. C'est que la tradition polynésienne, c'est aussi ils ont un rapport avec la filiation qui est peut-être très différente de la nôtre. Donc, ils confient souvent des enfants aux uns aux autres en fonction des affinités, souvent même des enfants eux-mêmes. S'ils préfèrent vivre chez la voisine, à la limite, la voisine, elle peut l'adopter, c'est pas un problème pour eux. C'est une façon de voir les choses qui est différente et qui est particulière, à mon avis, à la Polynésie. Mm. C'est quelque chose qui a déjà été partagé dans 2 épisodes du podcast, justement, avec Eloa et Marjolaine, qui a adopté une petite fille aussi en Polynésie. Donc, ouais, culturellement, pour eux, c'est facile, en fait, de confier ses enfants à ses cousins, à ses cousines, Oui, à des... Enfin, voilà. c'est ça, c'est plutôt, confier, pour eux, c'est pas un geste d'abandon, c'est, «Oh bon, je pense que l'enfant, il sera mieux comme ça, alors, on va faire comme ça». C'est pour ça que je vous dis, j'ai jamais eu de réponse pour savoir pourquoi, ils voulaient pas s'occuper de Léa. Parce qu'on a choisi le prénom, ensemble avec, la sœur aînée de la mère de Léa. De savoir donc Léa, c'est moi qui l'ai appelée comme ça parce qu'ils m'ont laissé choisir. Par contre, ces 2 autres prénoms, c'est sa famille qui les a choisis, prénoms tahitiens. Donc, tu dis qu'on te demande de partir avec Léa. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Je prends le couffin, je m'en vais. Tu t'en vas? Tu rentres en Je France rentre combien de pas tout temps de à peu suite près? parce que là, on a fait les papiers pour pouvoir acheter son billet d'avion et faire son passeport, dans lequel tout le monde a été très gentil pour activer pour que ça aille le plus vite possible. Et puis donc tout a été prêt. Quand on est parti de Tahiti, Léa devait avoir 8 jours et le temps qu'on arrive, elle en avait 9. Mmh.
Donc je suis allée chez mes amis avec le couffin, les biberons, les quelques habits qu'on avait achetés pour Léa. Et puis voilà. Donc les premiers biberons, je les ai donnés très tôt. Oui, t'as eu dans les bras un nourrisson, quoi. C'était Oui, tout à vraiment fait, tout à fait. tout petit bébé. Quand tu rentres en France, comment ça se passe, ce retour en France avec Léa? Ah, il y a le temps de l'atterrissage de l'avion et la mise en contact avec mon père qui était venu me chercher avec mes enfants. Et ça a été très fort. Et je dis, même quand j'en parle maintenant, j'ai encore envie de pleurer. Alors, c'est pour dire que l'émotion a été vraiment très forte. Je vois la tête de mon fils qui dépassait de la foule. C'est vraiment. J'ai passé la première nuit avec le bébé chez mes parents. Donc là, Léa a été accueillie dans la famille. Ça a été aussi des moments très forts. Et puis après c'est. Moi, j'ai toujours été émerveillée de ce bébé qui était. D'abord, elle était très belle. Et elle n'avait pas de problème. Bon, elle était sortie à la ventouse quand même, donc elle avait une bosse sur la tête qui s'est vite résorbée. Mais après, ça a été le plaisir ou le bonheur intégral. Et je pense que mes enfants étaient aussi admiratifs que je l'étais moi-même. Ça a été vraiment des périodes très, très heureuses, très positives. Ouais, moi, je sens toute l'émotion, là. Oui, 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 tout à fait. Avec donc l'œil qu'on porte sur un petit enfant qui sort pas de mon ventre, parce que moi j'avais la comparaison avec mes grands-enfants, en trouvant aussi étonnant qu'on puisse ressentir de l'amour alors que c'est pas le contact génétique. Et donc je la regardais toute admirative en me disant quelle chance j'ai ou quel bonheur je peux avoir. En plus, que tout soit passé aussi bien, donc elle n'ait pas été ni abandonnée, ni elle a toujours eu, dans les quelques heures, elle a toujours été entourée, tout le monde l'a trouvée belle. Ça a été vraiment, tout s'est fait tellement harmonieusement que j'étais toujours reconnaissante à cette harmonie qui s'était installée. Si, ça a été vraiment de la reconnaissance, beaucoup de reconnaissance. Et aussi pour les parents qui m'avaient confié cet enfant. J'ai gardé des contacts avec eux pendant presque les 10 premières années de la vie de Léa. Et après, quand j'ai pensé qu'elle était assez grande, elle, pour maintenir le lien, je me suis effacée en la laissant, elle, garder le lien s'il lui était adéquat. On sent en tout cas ce côté vachement naturel, tu vois, tout ce qui tourne autour de cette adoption de Léa, ça Ouais, s'est fait. c'est coup de bol, la chance, le oui, c'est encore une fois, en partant de ce principe que si ça devait se faire, ça se ferait, ben ça s'est fait harmonieusement et je sais que tout le monde n'a pas vécu des moments, aussi tranquilles que ce que j'ai pu parce que des enfants adoptés, j'en ai connu quelques-uns dans lesquels, ça a été des galères autrement différentes pour, les mises en contact avec l'enfant, quoi. Mmh. Mmh. Et l'adoption, c'était une adoption simple, plénière, c'était quoi? C'est une adoption simple. On s'était mis D'accord. d'accord avec les parents pour ça. C'est eux qui OK. tenaient à ce que ce soit une adoption simple. Et ça, c'est quelque chose que toi, tu as toujours accepté, que tu as jamais remis en question? Non, puisque c'était la volonté des parents et que c'était eux qui m'avaient donné l'enfant, je pouvais quand même, non, je l'ai pas remis en question. D'ailleurs, on s'est arrangé pour que Léa puisse garder son nom de naissance, puisqu'elle porte, mon nom et le nom de ses parents de naissance, donc avec un tiret entre 2. Donc comme ça, elle peut choisir celui qui lui plaît le plus, donc tout va bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de nous partager aussi sur ce chemin de l'adoption, un message que tu aimerais passer? Bah, peut-être que s'il fallait continuer un petit peu l'histoire, c'est, autant la première enfance de Léa s'est déroulée, et c'était que du bonheur
autant l'adolescence a été beaucoup plus difficile. Donc ce que j'ai pas payé à sa naissance, je l'ai payé à l'adolescence. En investissement, en angoisse, en crainte, l'histoire a été plus difficile au moment de l'adolescence. C'est peut-être la seule chose que j'aurais à rajouter. Ben, on va laisser Léa nous en parler, si elle Oui. veut bien. Recoucou Léa. Recoucou. Ça va? Comment tu te sens? Un petit peu gênée. Enfin, je connais l'histoire parce qu'on en parle très ouvertement avec ma mère, mais de l'entendre comme ça et je ressens aussi son émotion, ça me crée aussi beaucoup d'émotions parce que expliquer comme ça, on va dire, comme ça en podcast, alors qu'en plus elle est pas du tout à l'aise, comme je t'ai dit. Je sais que c'est une expérience aussi pour elle, donc elle peut pas vraiment donner, on va dire, pas les termes exacts, mais mettre des mots précis sur tout ce qu'elle a pu vivre, qu'on le dit, on en parle un peu plus en privé. Mais de l'entendre, en tout cas, ça me touche. Et c'est ce que j'avais dit, c'est sa meilleure rencontre. C'était la mienne. Mais bon, non, je suis contente. Je suis contente de cette première prise de parole pour ma mère là-dessus. Bon, à toi, alors maintenant, comment t'as vécu du coup ton adoption? Je pense assez bien au tout début, donc dans la petite enfance, à partir du moment où j'ai compris que j'avais été adoptée. Ma mère me l'a toujours dit, elle pourra le confirmer, mais elle me l'a jamais caché. Je pense qu'elle me l'a dit même à un âge où j'étais pas encore capable de le comprendre, mais j'ai envie de dire que j'ai eu conscience de mon adoption entre 4 et 6 ans peut-être, où j'ai compris que c'était ma mère, mais c'était pas ma mère. Alors, comprendre ça à l'âge de 6 ans, c'est assez compliqué parce qu'on se dit, OK, mais du coup, c'est qui? Et après de comprendre que je suis venue au monde par une autre maman et que la maman qui est devant moi et qui s'occupe de moi tous les jours, ne m'a pas mise au monde, mais je l'appelle aussi maman. Donc peut-être que ça a fait quelque chose, je pourrais pas vraiment être précise parce que je me souviens pas exactement, ça remonte à faut lui dire à tellement d'années, j'ai pas non plus 60 ans, mais ça remonte à loin. Je pense que je l'ai assez bien vécu. J'ai pas de souvenirs où j'ai eu des moments de déprime ou des moments de doute. Je pense que je vivais ma jeunesse comme on vit sa jeunesse à son enfance à 6 ans. Je sais aussi que ça a été, j'ai pas vraiment compris parce que je sais plus, peut-être ma mère pourra mieux le préciser, je sais plus, c'était à 6 ou 7 ans où on est allé à Tahiti pour la première fois pour rencontrer mes parents du coup et ma famille et de ce que je m'en souviens, je pourrais te dire que je me sentais bien là-bas. Je me sentais entourée de personnes qui me semblaient, à mon avis, familières. J'avais surtout il y avait mes sœurs et mes frères, donc qui avaient à peu près le même âge que moi, peut-être 2 ans de différence. Donc, mon frère et ma sœur adoptifs, ils sont beaucoup plus âgés que moi, tu vois, ils ont à peu près 10 ans, on a à peu près 10 ans d'écart, voire un peu plus. Donc là, j'avais des enfants qui avaient quasiment mon âge, avec qui je pouvais créer du lien. Et le lien s'est fait très, très facilement parce que je me souviens d'une relation très, très forte que j'ai eue avec ma sœur, donc une de mes sœurs, parce qu'on est quand même 10. Et que l'une de mes sœurs, qui est celle avant moi, oui, je crois, donc on a 2 ans de différence, on s'est rencontrés et on s'est aimés, j'ai envie de dire tout de suite. Vraiment, ça a été, je revois un peu la maison, on a passé les vacances, on rigolait toutes les 2, voilà, enfin, j'étais vraiment bien entourée, dans un endroit où je me sentais bien. Est-ce que j'avais conscience que ces personnes-là, c'était ma famille biologique? Je pense pas. Je pense que j'étais juste bien, j'étais dans une famille, accueillante, il y avait de la musique, on avait fêté mon anniversaire, il y avait un énorme gâteau au chocolat fait par tata Loulou, mais ma sœur, enfin, c'est vraiment des briefs comme ça qui me reviennent. Donc est-ce qu'à ce moment-là, j'étais consciente de l'adoption même? Je pense pas. Par contre, voilà, c'est vraiment j'étais dans un bon mood. Je me sentais bien, voilà, à ce moment-là.
Et c'est toi qui avais demandé à aller en Polynésie. Comment ça s'est fait ce premier voyage là-bas? Maman, si tu veux intervenir, je ne sais Oui, là, plus. je vais intervenir pour 2 choses. La première, c'est quand, Léa dit qu'elle a toujours eu conscience d'avoir été adoptée, même encore, avant d'avoir su parler, parce qu'elle était encore dans son Yupala. Alors donc elle est 8 mois, 9 mois, 10 mois, où elle me demandait de sortir l'album photo de ses parents et elle me montrait avec son petit doigt, elle me montrait son père et sa mère pour que je lui dise: «Oui, c'est ta maman Thérèse, et ton papa Bernard», et elle me le demandait et alors elle savait pas parler et elle savait pas encore marcher. Donc c'est pour vous dire qu'elle avait déjà conscience qu'il y avait eu un hiatus quelque part. Après pour les trajets, les retours à Tahiti, on en a fait 2. Donc le premier, Léa devait avoir 7 ans et le deuxième, elle avait 16 ans. Et dans les 2 cas, c'est moi qui l'ai décidé parce qu'on s'était mis d'accord avec la maman que je reviendrais pour lui montrer le bébé. Donc je lui avais promis que je ramènerais Léa, donc je l'ai fait. Donc c'est vrai que je pensais que pour Léa, ce serait une bonne chose que puis ça fait partie de son histoire et de sa vérité, donc ça me paraissait quelque chose de positif. J'y ai toujours pensé. Léa était très anxieuse, parce qu'elle avait peur que je la laisse là-bas, quand elle avait 7 ans. C'est une chose qu'elle a pas mentionnée quand elle était plus âgée, quoi. Mais à 7 ans, il a fallu que je la rassure en lui promettant que quel que soit ce qu'on fasse à Tahiti, je ne la laisserai pas là-bas. Donc voilà, ce que je pouvais rajouter. Tu te souviens de ce sentiment, Léa? Pas du tout. Je Pas du tout. Par contre, ça fait écho avec ce que j'ai pu ressentir quand on y allait à 16 ans, où j'ai pas ressenti la peur que ma mère me laisse du coup à Tahiti, mais plutôt un autre sentiment. Peut-être qu'on pourra y revenir après, mais c'est un sentiment du coup qui me vient tout de suite, qui a été d'être très protectrice avec Cathy, avec ma mère adoptive, parce que on était retourné dans ma famille, j'avais grandi et je voyais aussi alors, la différence entre ma vie en France et la vie qu'on peut voir aussi à Tahiti. Donc on était complètement, pas à l'opposé, mais c'était pas du tout, il y a pas le même approche et surtout mes frères et sœurs avaient eu des enfants. Donc il y a eu beaucoup d'enfants parce que, j'aime dire que je suis tata, au moins une trentaine de fois. Donc il y a eu beaucoup d'enfants et quand on est arrivé, quand j'avais l'âge de 16 ans, on est arrivé dans cette maison dont j'avais souvenir un peu, par le biais des photos et puis, de souvenirs comme ça qui me revenaient et j'ai vu en fait, la vie. J'ai vu des enfants courir partout. J'ai vu mes frères et sœurs, être très liés parce que du coup, mes frères et sœurs ont aussi été adoptés, mais à Tahiti. Donc comme je te le disais, ça crée aussi des liens entre eux que moi, j'ai ressenti comme, moi je l'ai pas eu. Moi, j'ai pas ce lien avec eux. Je me sens plus à ma place. Je me sens pas bien là où je me sens et je voyais ma mère qui, elle en parle pas, mais on en avait parlé un petit peu en privé, où elle, c'était vraiment la sensation: «On y va, mais c'est pour toi». Ce n'est pas, une démarche que je fais pour moi. J'ai rien à faire là parce que c'est ta vie, mais elle respectait ça parce que, je pense, qu'il y a eu, la promesse aussi qu'elle avait fait à ma mère à me ramener, mais il y avait aussi le fait qu'elle ne voulait pas, casser le lien qu'il y avait avec mes racines. Par contre, je sentais, du coup, quand on était en présence avec eux, que ma mère, donc Cathy, était plus, se mettait elle-même à l'écart et en retrait et ça, par contre, ça m'a, déclenché quelque chose, où je me suis dit: «Mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là?» Ma famille, c'est ma mère qui est là et qui est en retrait et moi, j'ai ressenti comme de la souffrance. Elle était pas du tout en souffrance, mais moi, je le ressentais comme ça, comme, j'avais envie de lui dire: «Viens, on s'en va, je sens que tu es pas bien», et ça me gênait parce qu'en plus, moi, j'étais gênée de voir autant d'enfants, autant d'amour, de voir mon père, serrer ses petits-enfants comme ça. En fait, de les voir aimer des enfants alors que, je pense qu'on y viendra, mais pendant toute mon adolescence, ça a été le problème en me disant, «Si on ne m'a pas gardée et que j'ai été adoptée, c'est qu'on ne m'aimait pas» et de voir mes propres parents biologiques
donner de l'amour comme ça à des petits enfants. Il y a eu un décalage où moi j'ai eu un décrochage total j'ai cherché mes racines, mais j'en ai peut-être pas tant besoin que ça. Et je sais que notre voyage à 16 ans, je l'ai aimé, tous les moments qu'on a passés au bungalow avec ma mère adoptive, donc avec Cathy, et qu'on était toutes les 2, et pas forcément les moments où j'étais avec ma famille biologique. Et après, je n'ai plus envie d'y retourner. Par contre, j'ai gardé contact, à l'écrit, via Facebook, avec mes sœurs, tout ça, mais l'envie d'y retourner, non, parce que je sentais que ma place était auprès de Cathy, que j'avais envie de protéger et que j'ai toujours envie de protéger parce que je suis très possessive et très protectrice avec les gens que j'aime. Mais voilà, je pense que ça a fait une petite coupure intérieure. Mais je sais pas si ma mère veut intervenir là-dessus. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'avais vécu et que je le ressens encore parce que c'est encore très présent. Bah, non, j'ai rien de spécial. Ça correspond tout à fait à ce qui s'est passé. C'est vrai que je me suis mise en retrait et que ça me paraissait normal de l'être. Que j'ai vu. Par contre, j'avais quand même été assez étonnée de voir les liens des sœurs de Léa avec elle, leur ressemblance physique qui était vraiment flagrante, ce qui n'est pas le cas de Léa avec sa sœur adoptive. Donc c'est vrai que ces jeunes femmes ou ces grandes filles, elles étaient vraiment tout à fait attendrissantes, et que Léa, visiblement, elle s'entendait bien avec ses sœurs. Donc voilà, c'était à elle de créer le lien. C'est vrai que moi, je ne le sentais plus. Même avec la maman, le lien s'était distendu. Autant ça me paraissait normal quand elle était petite de garder le lien avec la mère. Ça s'est estompé petit à petit et c'est vrai que je ressens pas du tout mais plus du tout le besoin de correspondre avec elle ou bon, Léa m'a donné de temps en temps de leurs nouvelles parce que c'est elle qui gérait après la relation. Et en fait, parce que ta maman disait que tu as eu une enfance plutôt tranquille, on va dire, et que c'est au moment de l'adolescence qu'il y a des choses qui ont commencé à bouger. Est-ce que c'est ce voyage qui a un peu déclenché des choses chez toi? Non, parce que je pense que le premier événement qui est arrivé et qui a fait que je me suis sentie, un peu bousculée, ça a été le déménagement. On a déménagé, à l'entrée pour moi au collège. Alors disons que l'école primaire où j'étais était super, j'avais des copines super, on était vraiment une bande de copines, on dormait les unes chez les autres. Ma mère me faisait 100 confiance parce qu'elle était professeure, à l'université à Amiens et l'école était à côté. Donc j'avais déjà un petit peu de responsabilité, elle me laissait faire un peu ce que je voulais après l'école. En primaire, je le vois avec mes petits-neveux aujourd'hui, on a mis du temps avant de les laisser, faire des trajets, on va dire, tout seuls. Que moi, tout de suite, elle me laissait, «Bon, bah, après l'école, tu peux aller, chez ta copine et puis tu me rejoins», voilà, donc j'aimais, l'environnement où on vivait. On a déménagé, dans un environnement totalement différent, dans un quartier, assez mal réputé à ce moment-là, un quartier très dur, et il a fallu me refaire un monde, confronté à une autre réalité et une violence aussi, il y avait beaucoup plus de violence. Avant, on était en centre-ville et là, de se retrouver, on va dire, en banlieue, ça a été, beaucoup plus difficile pour moi, de m'intégrer aussi dans un collège où, tout le monde se connaissait parce que tout le monde avait été en primaire ensemble. Donc j'étais un petit peu la petite nouvelle. Heu, on se moquait aussi, bah, de ma tête, de ma couleur de peau. On savait pas trop si j'étais, j'ai eu toutes les nationalités. On me disait que j'étais, indienne, j'ai eu marocaine, j'ai eu algérienne, j'ai eu tout, tout, tout. Et quand je disais Tahiti, enfin, j'étais tahitienne, on me disait: «Ah, haïtienne». Non, pas du tout. Mais du coup, de me faire, une place dans un monde que je trouvais il y avait pas ma place, ça a été très dur. Donc là, j'ai commencé, à en vouloir aussi à ma mère d'avoir déménagé, à en vouloir à la terre entière parce que je savais pas ce que je foutais là, très clairement. Au collège aussi où ça a été très dur,
au niveau de l'éducation, je commençais un petit peu à être rebelle et puis je trouve encore aujourd'hui que le passage de la primaire au collège, c'est vraiment une étape dans la vie d'un enfant parce qu'on passe quand même d'un petit coin tranquille où on est assez doux et au collège, bim, t'as des devoirs, t'as des machins, la moindre petite réflexion, c'est 1 heure de colle, c'est un peu plus strict et moi j'ai tout de suite eu ce refus de l'autorité envers moi et envers tout le monde. Donc, envers ma mère, envers, mon frère, ma sœur, envers l'extérieur, envers les profs et le fait est qu'en plus, je me suis sentie pas à ma place et agressée par le monde extérieur parce que c'était un endroit qui, pour moi, ma mère ne l'a pas vécu de la même manière, mais à chaque fois, je lui dis: «Tu ne vis pas dehors» et que je passais le plus clair de mon temps dans ce quartier, je me sentais agressée par tout le monde et il a fallu que je me crée, une carapace et cette carapace, je pense que j'ai eu le choix à un moment entre rentrer dans le moule et faire profil bas et laisser la vie faire ou me créer une carapace. Mais dans cette carapace, je savais qu'il fallait que je sois intransigeante avec les gens, méchante, à la fois violente et que qu'on me craigne. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai grandi. C'était en étant, cette mauvaise personne au collège, qui terrorise un peu tout le monde, par manque de confiance en elle, mais du coup qui voilà, on me craignait, les gens me craignaient, on n'allait pas me chercher des poux sur la tête parce que, j'avais un tempérament très très impulsif, très méchante, très insultante, que je regrette à l'âge que j'ai actuellement. Mais en tout cas, ça m'a aidée à affronter la vie. Après, c'est pas la solution, mais, en tout cas, c'est celle que j'ai prise à ce moment-là. Et là, je pense que notre relation avec ma mère a complètement, dégénéré parce que, vu que j'étais dans ce refus d'autorité, la le moindre non, créait en moi, une colère, que je pensais insurmontable. Je devenais très violente, alors pas forcément physiquement, mais, dans mes gestes, dans mes paroles. J'ai eu ces fameuses paroles très blessantes qu'on peut dire, à nos parents, surtout quand on est adopté: «Tu n'es pas ma mère, de toute façon tu peux pas comprendre, de toute façon tu as pas de droit sur moi», enfin voilà, des choses qu'aujourd'hui mais je me mettrais des petites claques quand même. En tout cas, c'est des choses que j'ai dites et à ce moment-là que malheureusement j'ai pensé, parce que si je les ai dites, je pense que je les ai pensées à ce moment-là, où c'était un moyen pour moi en tout cas de me défendre et je pense que ça a été là où ça a été plus dur, aussi bien pour ma mère, que pour moi, parce que je refusais tout et que ma mère, par contre, ne m'a pas lâchée. Pas une seule fois. Elle aurait pu baisser les bras plus d'une fois. Je sais que dans notre famille, on l'a pas poussée à baisser les bras, mais d'un point de vue extérieur, c'était compliqué de se dire: «Mais pourquoi tu t'infliges ça, quoi?» Tu te rends pas compte de comment elle te parle ou de la manière dont elle se comporte et que, comme je t'ai dit, ma mère est très têtue et je pense que dans ce côté têtu, c'est, enfin pas vraiment têtu, mais elle a ce côté, toujours, il y a de l'espoir. Il y aura toujours de l'espoir, quoi qu'il se passe dans la vie, rien n'est écrit dans le marbre et que les choses peuvent évoluer. Il faut garder espoir, il faut garder confiance et c'est la différence d'elle et moi, je terminerai par ça, que moi j'ai perdu confiance en elle, alors qu'elle n'avait rien fait. Mais c'est moi qui ai décidé de ne plus avoir confiance en elle parce que peut-être que c'était plus facile pour moi de ne pas avoir confiance en elle et de lui en vouloir. Et elle, quoi que j'ai fait, et j'ai fait beaucoup de choses, elle n'a jamais perdu confiance en moi. Donc ça l'a, je pense, aidé à m'aider, à être aidée et à avancer. Voilà, je pense que c'est comme ça que j'ai envie de résumer ça. Donc, période très très compliquée sur la période de l'adolescence. Qu'est-ce que, bon, évidemment, les phrases enfin, moi, la première, j'ai pu les dire à mes parents aussi, tu vois. Donc, je pense que c'est un peu un moyen de défense où Ouais. on va taper là où ça fait mal parce que nous, on a tellement mal à l'intérieur qu'on a envie que l'autre ait aussi mal que nous, je pense. Hein, il y a un truc très très profond qui se joue. Comment, enfin, est-ce que tu relis justement ce rejet de l'autorité, des noms, etc. Est-ce que tu relis ça à ton adoption? Est-ce que sur le moment, je l'ai relié tout de suite à mon adoption? Non. Ça, je l'ai compris aussi avec, j'ai été suivie par une psychologue pendant 7 ans. Alors sur le moment même, mes suivis avec la psychologue, j'avais l'impression que ça servait à rien. Voilà, parce que c'est toujours plus facile de dire que de toute façon les gens ne peuvent pas nous aider parce qu'on se comprend pas nous-mêmes, donc les autres ne peuvent pas nous aider et ne peuvent pas nous comprendre.
Par contre, j'ai compris que ces 7 ans de suivi et d'accompagnement psychologique ont été très bénéfiques et je l'ai compris. Je pense que je devais avoir 25-26 ans, tu vois, bien après. Par contre, je pense que... Je suis désolée, est-ce que tu peux me reposer la question? J'ai oublié. Ouais. Oui, excuse-moi, parce que la question de base... C'était, est-ce que cette période de rejet sur l'autorité, Oui. etc., tu penses que c'était lié à ton adoption? Oui, voilà. C'était alors ouais, sur le moment, je l'ai pas ressenti comme si c'était lié à mon adoption. Par contre, je sais que je refusais l'autorité et je refusais le non parce que le non était pour moi synonyme de je ne t'aime pas. Donc, est-ce que c'était lié tout de suite à mon adoption? J'en avais conscience ou pas? Je pourrais pas te répondre. J'en ai conscience aujourd'hui, donc c'est plus facile pour moi de te dire oui. Mais tout ce qui était en rejet, tout ce qui était on me contredit, c'était ta parole ne vaut pas, je ne t'aime plus, tu ne mérites pas mon attention, mon amour. Il fallait qu'on me dise oui, il fallait que j'ai l'approbation en fait extérieure des gens. Et puis c'est dans l'adolescence où tu vas te chercher et puis tu cherches aussi à braver les interdits. Quand j'avais envie de sortir et que ma mère me disait non, bon, bah, tout de suite, c'était parce que tu m'aimes pas et que tu veux m'empêcher de vivre, tout ça. Alors que, bah, non, je pense qu'à 13 ans, tu as pas besoin de sortir à 23h, ce qui est logique. Mais bon, à cet âge-là, je le comprenais pas comme ça. Par contre, ce côté d'autorité, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec ma cousine qui me faisait prendre conscience qu'au moment où j'étais en total refus d'autorité, je me suis tournée, alors sans que je m'en rende compte, vers sa mère. Et sa mère est, comparée à ma mère, est beaucoup plus stricte, beaucoup plus autoritaire avec ses enfants. Elle les a toujours tenus, voilà, un petit peu avec des poignées très très fermes. Et j'allais vers elle. Et ma cousine me dit: «Tu étais dans le refus d'autorité envers tout le monde. Par contre, tu allais chercher l'autorité de toi-même envers quelqu'un que tu savais que tout le monde craignait». Parce que, enfin, on va pas la craindre, ma tante est adorable, mais elle avait ce côté très autoritaire qui faisait que même en tant qu'enfant, tu te tais. Voilà, tu es en sa présence, tu te tais, tu ne la contredis pas. Et j'ai été très proche d'elle pendant toute cette période où toutes les choses qu'elle me disait, quand elle me disait: «Non, tu déconnes, non, tu fais pas ça», OK, c'était OK. Mais il y avait qu'elle qui arrivait à me mettre ces, ces règles, ces barrières que je refusais pour n'importe qui d'autre. Par contre, du coup, est-ce que je relie ça avec mon adoption? Je sais pas. En tout cas, ce que j'ai refusé, je l'ai cherché ailleurs. Ça j'en ai eu conscience il y a pas longtemps en parlant avec ma cousine. Oui, et puis tu dis aussi clairement qu'en fait, à ce moment-là, tout ce que tu voulais, c'est qu'on te dise oui, mais c'était une forme de validation de oui, je t'aime, oui, t'es à ta place, oui, Ouais, ce que tu fais, c'est bien, etc. C'était plus ça que t'avais envie d'entendre que le non, toi, c'était une énorme baffe dans la c'est tête. ça. C'est ça, c'était un non, non, je ne t'aime pas. Ça a été. Et Mm. encore maintenant, à presque 30 ans, il y a des moments où je dois quand même prendre sur moi parce que même pour un petit truc vraiment futile, ça peut être, je sais pas, viens, on va quelque part. Si le non est dit de telle manière, je peux encore me dire, tu vois, on m'aime pas assez pour me dire oui. Alors bon, maintenant j'ai pris du recul, donc je me dis allez, laisse passer, c'est rien du tout. Voilà, mais parce qu'aussi j'ai conscience que l'adoption est encore une petite blessure qui est encore entrouverte en moi, qui ne crée plus autant de fragilité qu'avant parce que le fait d'en parler très ouvertement et puis d'être aussi à l'aise avec ça fait que voilà, je m'effondre plus et je rentre plus dans des crises de panique ou d'angoisse en me disant ça y est, on ne t'aime plus, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi on me dit non, qu'est-ce que j'ai pas fait, non, maintenant c'est ok, mais il y a des moments où c'est un petit peu tendu. Oui, ça vient encore un peu de C'est titiller, ça. quoi. Ok. J'ai une question, c'est par rapport à ta famille biologique. Mmh. Donc en Polynésie, donc bon, tu es resté en contact avec eux. Tu disais tout à l'heure que tu étais encore en contact avec eux d'ailleurs. Ce lien que tu as fait évoluer, que tu as vu changer aussi sûrement quand tu y étais à 16 ans, comment tu as vécu tout ce... Enfin, tu vois, parce que
Ça a pris du temps, tu es encore en contact avec eux, comment tu vis cette relation? Je crois qu'à partir de la deuxième fois où je suis allée donc, à 16 ans, j'ai gardé des contacts très, très forts avec, une de mes sœurs, Angélique, qui, physiquement est celle qui me ressemble le plus. Je pense qu'on se met, côte à côte, on dirait des jumelles. Et j'ai adoré, en fait, j'ai adoré sa vie parce qu'elle était déjà maman. Elle avait un mari depuis plusieurs années qui était, super, qu'on avait rencontré et c'était quelqu'un de très accessible, très ouverte. Elle a également été adoptée par, un papa français, un bordelais, qui était super gentil et avec qui on a sympathisé, ma mère le connaissait, mais j'ai très vite sympathisé avec lui et surtout elle. Et elle m'a accueillie dans sa famille, donc avec déjà sa petite fille et son mari avaient déjà 2 enfants. Et ils m'ont accueillie comme une sœur, vraiment comme une sœur sans attente, sans rien, juste, bah, tu ma sœur. Enfin, en plus, on se ressemble, donc peut-être qu'aussi à mon âge, c'était plus facile de m'identifier. Elle, je suis restée en contact très longtemps, et j'ai envie de dire encore maintenant. Après c'est moins ponctuel parce que, voilà, c'est que par Facebook et puis il y a le décalage horaire, donc c'est toujours compliqué de pouvoir se parler. Par contre, j'ai gardé contact avec mes parents pendant jusqu'à mes 27 ans, tous les ans, donc que ce soit pour mon anniversaire où je les appelais, pour Noël et pour Nouvel An. Donc c'était un peu les 3 appels par année, où j'avais plaisir, bah, à les avoir au téléphone et avant mes 27 ans, peut-être quelques années avant, je me suis vite rendu compte que, qu'en fait, il y avait quand même un problème. Parce qu'à l'âge de 16 ans, je me souviens, ça me revient, quand on était à Tahiti, j'ai demandé à ma mère: «Pourquoi tu m'as fait adopter?» Et cette question, je n'ai jamais eu de réponse et ça a fait partie des éléments déclencheurs, tiens, j'y pense, de toute ma crise d'adolescence et de ma crise, on va dire, d'adopter, que je n'ai jamais eu cette réponse et que c'était aussi, pourquoi j'ai été adoptée et pourquoi moi j'ai été adoptée en France. En sachant que donc comme je t'ai dit, on était 10 et sur les 10, il y a ma petite sœur qui, elle, est restée. Donc elle n'a pas été adoptée et ça aussi, je l'ai très mal vécu parce que, pourquoi on est tous adoptés et pas elle? Pourquoi vous avez gardé elle et pas moi? Pourquoi moi j'ai été envoyée à l'autre bout? Pourquoi? Pourquoi, et n'ayant pas de réponse, j'ai grandi avec, je ne pouvais pas être aimée. Comment on peut, en tant que maman, au moment où alors je l'ai bien compris que c'était une volonté et un désir de faire adopter son enfant bien avant que je naisse, mais c'était de me dire, «Tu mets un enfant au monde, il sort de toi et tu le donnes à quelqu'un et c'est tout. Le lien, il est coupé» et ça, je ne l'ai pas compris et je l'ai vraiment mal vécu et et pendant tout le temps où je communiquais avec elle, je lui écrivais encore des lettres et la question revenait. Je lui reposais cette question à chaque fois et à chaque fois, je n'avais aucune réponse. Dans ces réponses, elle a aussi bien par téléphone que par mail, j'avais pas de réponse et le fait de ne plus avoir de réponse, au bout d'un moment, donc j'ai envie de dire à 25 ans, j'ai lâché. J'ai lâché, j'ai eu un premier déclic où j'ai coupé tous les ponts avec eux pendant quelques mois, où je l'ai appelé en lui disant, «J'ai plus envie de te parler, tout ce que j'ai besoin d'entendre, tu es incapable de me le dire et donc ça sert à rien, voilà, basta, je coupe tout». Je suis revenue quelques mois après parce que bon, je sais pas pourquoi, je me suis dit: «Peut-être que j'y suis allée trop fort» et à 27-28 ans, j'ai commencé à lâcher un peu plus et depuis quelques mois, j'ai moi-même pris la décision de couper les ponts avec eux. Voilà, je leur ai dit. Je leur ai dit pour plusieurs raisons, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, entre autres, ma petite sœur est venue en France, habiter en France pour rejoindre son mari qui est, militaire, et qui fait du coup ses classes en France et en fait, il y a eu tout ce côté, où mes parents ont commencé à m'appeler et c'était, «Oui, ta petite sœur vient en France, il faut que tu l'aides financièrement, tu te rends pas compte, elle est toute seule, elle connaît pas la France» et que moi je me suis sentie comme utilisée et bizarrement comme envoyée en France pour, subvenir aux besoins, tu vois? De ma famille qui est là-bas et qui pourtant,
Bah, non, enfin, c'était pas comme ça que moi je le voyais et j'ai quand même pris contact avec ma petite sœur et j'ai coupé les ponts quand, au bout de la troisième fois, par jour, on me demandait de l'argent. J'ai dit: «Stop, c'est pas possible» et surtout que j'avais toujours cette non-réponse à cette question: «Pourquoi?» Par contre, j'ai envie de rebondir sur je sais que j'ai gardé les liens avec mes parents parce que, par contre, ça a été très clair dans ma tête très vite. Ma mère, c'est ma mère adoptive. Je ne remets même pas en cause sa légitimité là-dessus. C'est ma mère, elle m'a pas mis au monde, mais elle aime dire cette phrase, comme je t'ai dit, elle m'a portée pendant 3 ans. Donc pour moi, c'est encore plus beau que de mettre au monde un enfant et ma mère, je l'ai. Ma mère, elle est là, ma mère, elle est présente et j'avais pas besoin forcément de créer un lien avec ma mère biologique. Par contre, j'ai gardé un lien avec mes parents parce que je cherchais à avoir un lien avec mon père. D'ailleurs, à chaque fois que j'avais mes parents au téléphone, j'avais toujours ma mère au téléphone en premier. Et dès que j'entendais la voix de mon père, je me mettais à pleurer, lui aussi et on pouvait rester comme ça pendant 5 minutes à s'écouter pleurer et renifler du nez, sans se dire quoi que ce soit et c'était, les seules paroles, c'était: «Tu vas bien? Oui bébé» et «OK, très bien» et «Bon, bah, bisous, je t'aime» et il me disait: «Je t'aime» et on raccrochait et c'est cette recherche, en fait, de présence ou du moins de figure paternelle. Par contre, je l'ai cherché, pendant très longtemps et pendant mon adolescence aussi, à travers, les garçons, mes relations, mes amis aussi et mon frère. Mon frère adoptif bon ça va le faire sourire quand il entendra, quand il entendra tout ça, mais qui pour moi était, ma figure paternelle pendant, genre 30 ans jusqu'à aujourd'hui. Rien que ça. Ouais, figure qui ne cherchait pas à avoir et qui l'a toujours repoussé en disant, «Je ne peux pas prendre cette place», mais par contre ça a été, je lui ai dit: «Oui, tu as pas envie, mais c'est comme ça. Tu as pas le choix. Tu as pas le choix». De ce que j'entends, tu avais vraiment ce truc de pourquoi moi, en fait? Ouais. Pourquoi? Et le fait de là, aujourd'hui, de ce que j'entends, tu as lâché prise sur cette réponse que tu penses que tu auras jamais, du coup? Oui, parce que je pense que je peux pas avoir de réponse alors qu'elle-même ne sait pas pourquoi. OK. Je me suis et d'ailleurs ma psychologue pendant ces 7 ans d'accompagnement me le disait: «Peut-être que tu n'as pas de réponse parce que la personne ne sait pas elle-même». Alors ça, au moment où elle me le disait en pleine crise d'adolescence, j'étais: «Mais comment pouvez-vous dire ça? Vous connaissez pas l'histoire». Alors que maintenant avec le recul, oui, je pense qu'elle-même ne le sait pas et puis comme le soulignait ma mère, c'est aussi pas une tradition en Polynésie, mais c'est quelque chose d'assez courant de confier, pas forcément d'abandonner, mais de confier un enfant. Donc, je pense qu'elle n'a pas vu le mal et elle ne se doutait pas du mal que pouvait être, fait à un enfant, déjà qui est adopté. Et je pense que mes frères et sœurs, l'ont pas vécu de la même manière parce que justement, ils étaient ensemble, ils ont toujours gardé un lien. Ils ont été adoptés par des familles et puis Tahiti, c'est pas grand quoi, tu as vite fait le tour. Je sais que parmi mes sœurs et frères, il y a une de mes sœurs qui, elle, l'a très mal vécu parce qu'elle a été adoptée aussi par un couple d'homosexuels. Alors elle, ça je crois, hein, peut-être que ma mère pourra me, rebondir là-dessus, mais je crois que c'était pas le fait qu'ils étaient homosexuels, mais c'était, le fait que ce soit, que déjà elle ait vécu, ce rejet ou de moins cet abandon, en sachant qu'elle est restée à Tahiti et que, ce cocon auquel tu t'attaches, il est à ce moment-là pas normal pour un enfant de se dire: «J'ai 2 papas», surtout que bon, elle avait peut-être à mon avis le regard des autres à l'extérieur qui, la jugeait. Donc je sais qu'elle par contre, elle en a voulu, beaucoup plus que mes autres frères et sœurs, à ma mère biologique parce qu'elle est venue à mon anniversaire quand j'avais alors je sais plus c'était 16, c'était mes 16 ans, je crois et elle est venue, alors qu'elle avait coupé contact avec ma famille pendant des années. Elle est venue juste pour moi, juste, sinon elle serait pas venue. Ma sœur, l'une de mes sœurs m'avait dit, «On n'a jamais de nouvelles et elle parle pas à maman, et pourtant elle est venue pour toi». Donc je pense qu'il y a eu ce côté où elle voulait me rencontrer, mais si j'avais pas été là, elle serait pas venue d'elle-même parce que je sais que ça a été son adoption pour elle, ça a été très dur aussi.
Tout à l'heure, ta maman parlait de, tu sais, parce que de ce que j'entendais, elle te laissait, elle te laisse aussi beaucoup le choix de prendre contact ou ne pas prendre contact, etc. Il y a toute l'histoire des prénoms aussi qui sont restés quand même avec Léa et après ce sont tes deux prénoms Oui. polynésiens du coup. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, enfin, comment t'as vécu le fait de porter ces prénoms marqués aussi par tes origines? Très bien. Franchement, même, j'ai pas envie de dire avec fierté parce que je n'en avais pas vraiment conscience, vraiment à l'époque. Par contre, j'ai toujours détesté le prénom Léa. Je le dis encore parce que j'aime pas du tout le prénom Léa. Parce qu'en fait, il était tout petit et j'ai ce traumatisme à l'école, primaire où on avait une grande feuille, je sais plus, A3, A2, je sais plus, mais les très grandes feuilles et il fallait écrire son prénom et faire un dessin et je voyais tous mes camarades, tu sais, Mathilde, Clément et moi c'était tout petit, ça prenait même pas toute la page et du coup, enfin, cette image de petit prénom, par contre maintenant je m'en fous. Après, mes prénoms tahitiens, hem, j'en ai été très fière, quand j'ai commencé à avoir 20-21 ans où j'étais fière de dire non mais j'ai 3 prénoms. Alors je m'appelle Léa, mais je m'appelle aussi Poéranie Eyora. Et du coup, c'est d'ailleurs pour ça que mon nom sur Instagram c'est Eyora et que je me souviens que tu avais eu peur d'écorcher ou d'avoir donné un nom de marque alors que pas du tout, c'est bien mon troisième prénom. Hem, un petit côté de fierté d'avoir cette petite touche, exotique, à la fois dans mon prénom et dans mon nom de famille. Alors mon nom de famille quand même qui est Tailloré et on m'a très vite, associée, au joueur de foot Traoré, donc voilà, c'était: «Mais c'est bizarre, mais tu pas aussi black que le joueur de foot». Non, parce que c'est pas Traoré, mais Tailloré. Après, j'ai plus facilement tendance à utiliser mon nom Tailloré que le nom, de ma mère adoptive, uniquement parce que je sais que c'est le nom de mon père et que du coup, c'est quelque chose que je veux garder parce que c'est quelque chose qui est lié à lui. Pas forcément à mes origines, mais c'est à mon père. Donc j'ai voilà, comme je t'ai dit, c'est mon repère paternel, c'est mon frère. Je n'ai pas son nom parce que c'est le nom de son père à lui, mais en tout cas, c'est peut-être la seule chose avec mes 2 prénoms, tahitiens que oui, que je compte garder, lever telle une coupe, tu vois? Une coupe du monde, et que j'en suis fière, voilà. Cathy, ça va? Oui, très bien. Le temps que je retrouve, ma souris et mon petit micro. Oui, oui, très bien. Je pense que Léa exprime bien, comme elle parle beaucoup et que j'écoute, je connaissais sa façon d'envisager les choses et donc le côté, pourquoi moi et pas les autres ou pourquoi et les réponses, que j'ai jamais eues, moi je me fais une idée en me disant, elle me dit: «C'est parce qu'elle sait pas elle-même pourquoi elle a abandonné son enfant». Heu, moi je comprends que si elle ne sait pas pourquoi, elle va pas me donner une fausse raison donc voilà, donc c'est vrai que ce que je disais, c'est que l'adolescence a été plus difficile et c'est vrai que j'ai aussi très rapidement compris que Léa était en souffrance. Donc là, j'ai bien compris que c'était pas dirigé vers moi, mais qu'elle s'était dirigée contre elle-même. Donc ce qui m'a permis de relativiser un petit peu, de mettre beaucoup d'eau dans mon vin pour essayer de ne pas faire envenimer la situation. Après, elle parlait de la psychologue, dans lequel elle n'avait pas bien compris, quelle utilité ça avait pu avoir et moi, je me suis rendu compte qu'au bout d'un temps relativement court, la psychologue a permis extrêmement rapidement de renouer un contact ou une parole, relativement apaisée entre Léa et moi. Donc c'était pour moi la priorité, c'était qu'au moins on puisse parler, quoi. Donc je sais pas si Léa s'en est rendue compte, mais ce qui était le plus urgent, c'était ça, c'était de ne pas couper les ponts. C'était peut-être une chose qui me terrifiait un petit peu, c'est de penser que Léa pouvait quitter la maison en claquant la porte, quoi. Donc ça, pour moi, c'était pas ça aurait été terrible, quoi. Alors je m'en Donc suis bon, pas les rendu choses, compte, je m'en suis pas rendu compte sur le moment. Par contre, maintenant que tu en parles, je me souviens un peu à la fois des séances et
des séances au fur et à mesure, hein, des années à aller voir, Françoise qui était notre psy, que j'adorais, hem et que je revois notre relation qui a changé et évolué où, on pouvait rester dans la même pièce, et discuter, chose qui n'était pas arrivée pendant très longtemps. On arrivait à ne pas trop se couper la parole et à accepter aussi l'avis de l'autre. Par contre, ça a mis du temps, hem, ouais, au moins 6-7 ans, heu, de d'accompagnement pour arriver à vraiment, pas s'entendre, parce que ça a mis beaucoup plus de temps pour vraiment s'entendre. Par contre, pour se respecter et rester dans la même pièce ensemble et réussir à se soucier, enfin, en tout cas pour moi, à me ressoucier de ma mère, à ce qu'elle pouvait ressentir, oui, ça a été très bénéfique là-dessus. Par contre, j'en avais pas conscience quand j'étais enfant. Pour moi, c'était un calvaire d'y aller, ça durait 1 heure et demie à parler à une inconnue, qui me faisait, faire des dessins et je comprenais pas pourquoi. Hem Je sais qu'en plus, j'ai l'insolence de dire que j'aimais y aller parce elle me faisait un bol de chocolat et que j'avais le droit à 2 tartines. Par contre, ça fonctionne. Ça a fonctionné de me faire venir pour un bol de chocolat et des tartines, tous les mardis. Ça a fonctionné, mais je me rendais pas compte du travail qui était fait derrière et heu et que le travail était quand même présent au final. Moi, j'avais l'impression de ne rien faire et que, non, c'était super. J'ai même d'ailleurs, il y a 2 ans, essayé de, reprendre contact avec elle pour, reparler. Malheureusement, on a appris qu'elle était plus là, mais non, non, si je pouvais lui dire, merci, je le ferais mais, à l'âge que j'avais au moment où elle m'a aidée dans la tourmente dans lequel j'étais, j'en avais pas conscience. Par contre, ma mère, encore une fois, a gardé confiance, et espoir dans tout ça. Donc, pour elle, voilà, comme elle te le dit, c'était la priorité, c'était de renouer contact et elle savait que ce qui était, en train d'être fait ne sera pas en vain. Ça prendra du temps, mais Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter, un sujet qu'on n'a pas abordé peut-être? C'est que Léa, elle allait chez la psychologue, pour aller chercher son bol de chocolat et je dis: «Moi, je l'achetais pour l'emmener chez la psychologue avec des éclairs au café». Donc c'est vrai que toutes les ruses étaient bonnes et que bon, globalement, c'est le problème avec l'adolescence, tumultueuse, ça a été au niveau des études. Donc c'est vrai que c'est une tristesse, pour moi, je sais pas si c'est pour, Léa aussi, tout en sachant qu'on peut compenser beaucoup de choses au niveau de la culture, par, d'autres trajets que celui du collège, du lycée ou des études le côté et études, pardon. oui, maman, vas-y. Le côté études, aujourd'hui, je le regrette un petit peu parce que j'aurais aimé, puis surtout dans la génération où on est et tout ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, bon, j'aurais aimé, faire un peu plus d'études. Par contre, je sais que de toutes les expériences que j'ai pu vivre, aussi bien, positives que négatives et encore ce mot négatif, j'aime pas forcément le dire, je ne les regrette pas. J'ai vécu des choses, très, très dures, des choses que je pense, aucune femme et aucun homme aimerait, vivre, ou espère même à son enfant. Toutes ces choses-là, j'y suis passée et je sais qu'il y a une part où, je suis aussi responsable parce que je me suis mise dans ces situations et cette mise en situation dans le danger, ma mère en parle mieux que moi parce que pour elle, je me mettais volontairement en danger parce que je cherchais, à être sauvée, toujours et qu'au moment où, j'ai vécu, les pires expériences, hem, le traumatisme a été après. Ça a été longtemps après où je l'ai pas dit tout de suite. Il y a des choses que j'ai mis du temps avant d'avouer et hem et par contre, ça a été, dans les choses que je regrette un petit peu, ce serait pas les études, ce serait mon rapport, à cette recherche, de figure paternelle ou masculine où, du coup, je me suis mis dans des situations, très, cocasses, mais aussi, très bénéfiques parce que il y a une personne aussi qu'on ne parle pas, alors je ne citerai pas son nom parce qu'il m'a demandé de pas citer son nom, mais c'est cette personne a été plus qu'importante dans ma vie. Autant je pense que la relation que j'ai avec ma mère, c'est très bizarre à dire, mais c'est quelqu'un qui m'a sauvée de
plus d'une fois de mes tourmentes. Alors pas forcément des expériences, traumatisantes que j'ai pu vivre, mais il a été présent à un moment où j'avais besoin. Il l'est encore aujourd'hui. Ça fait, 15 ans qu'il fait partie de ma vie, qu'il fait partie de notre famille parce que, on l'a accepté et que voilà et je pense que ça restera, mon pilier dans ma vie, jusqu'à ma mort. Et cette personne a toujours été bienveillante. Il m'a aidée aussi à garder, une assez bonne relation avec ma mère. Quand il m'a connue, ouais, j'avais quoi? J'avais 15 ans. Donc encore, toujours dans beaucoup de problèmes et puis, dans cette relation très conflictuelle avec ma mère. Il a été là aussi pour poser les mots, et d'ailleurs, il faisait aussi partie des personnes qui pouvaient me dire, «Non, là, tu déconnes, t'arrêtes» et j'arrêtais. Mais par contre, j'allais aussi le chercher beaucoup, tu vois? C'était beaucoup, il me disait: Je suis quelqu'un de très épuisante, en amour, en amitié, en tout ça, je suis quelqu'un, de très, très fatigante, qui demande on demande beaucoup d'énergie», tu vois? Un peu comme un chien qui est pas sorti depuis un mois, et à qui tu redonnes la liberté. Bah, moi, c'est constamment. Mais du coup, cette personne-là, je sais qu'elle m'a beaucoup aidée et elle m'a aidée aussi à faire la paix, à cette recherche, de figure paternelle et à apaiser aussi mon frère qui, comme je te le disais, ne voulait pas de ce rôle-là. Donc cette personne l'a prise, malgré lui et il l'a encore. Mais du coup, ça a apaisé, toutes les relations dans ma vie, aussi bien avec mon frère qui me repoussait un petit peu parce que justement il voulait pas ce rôle-là. Ça a apaisé les relations avec ma mère. Ça a apaisé aussi les relations avec moi-même parce qu'il m'a aidée aussi à prendre confiance et puis après il y a tout le travail, que j'ai pu faire aussi, de moi-même dans ma recherche, de qui je suis, pourquoi je me sens pas alignée, pourquoi je me sens pas à ma place. Encore aujourd'hui, c'est un travail que je fais, constamment, à travers les livres, à travers, voilà beaucoup de choses. Je suis très axée, spiritualité, dev perso, voilà et hem très en paix aussi avec tout ça et ça me permet aussi de me dire, bah, que les choses que j'ai vécues ou du moins je pense que toutes les expériences qu'on vit, qu'elles soient positives ou négatives, de toute façon elles nous aident à grandir et il faut justement, ne pas en avoir honte et ne pas les cacher parce que c'est ce qui fait aussi notre force. Il y a d'ailleurs une phrase d'une série, je pourrais plus te dire laquelle c'est, où, la scène, le mec, vient de perdre sa femme pendant son mariage et elle était enceinte et il y a cet ami qui vient lui dire pendant qu'il est vraiment en train de pleurer et qui lui dit, il lui dit cette phrase, hem: «Tu vas te laisser submerger par la souffrance, parce que c'est important de te laisser, submerger par elle et qu'une fois que tu seras vraiment en train de nager dedans, chaque bouffée d'oxygène, à chaque fois que tu remonteras à la surface, chaque bouffée d'oxygène te rendra toujours plus fort et au bout d'un moment, cet oxygène, ça sera en toi et ça fera de toi, en fait, ce que tu es» et cette phrase est restée ce passage est resté dans ma tête parce que, il faut accepter le fait qu'on se sente mal, il faut accepter les choses aussi qui nous viennent. Moi, je suis, maintenant persuadée que les choses qui nous arrivent, c'est pas pour rien. Voilà, bon, il y a des choses qui sont plus difficiles à accepter sur le moment, mais on se rend compte toujours, à la fin que, bah, on a appris quelque chose et ça a été nécessaire et que si ça nous est arrivé, bah, c'était aussi pour nous faire grandir. On avait quelque chose à apprendre là-dedans, on avait quelque chose à comprendre. Des fois ça vient comme ça, des fois ça prend, 30 ans. C'est un peu long, mais bon, il faut le temps au temps mais garder toujours confiance. C'est peut-être la chose que je garderai de ma mère, maintenant, c'est de faire confiance à la vie et les choses qui nous arrivent, à partir du moment où tu fais confiance, j'aime me répéter que la vie, elle sait, donc voilà, on peut pas aller à l'encontre de la vie et voilà, chaque chose, expérience, adoption, on vit tous pratiquement les mêmes choses à des moments différents dans la vie et que, rien n'est écrit dans le marbre. Donc, l'état où j'ai été, pendant toute l'adolescence, même si moi j'en avais pas conscience que ça pouvait changer, ma mère, elle a gardé confiance et aujourd'hui, à chaque fois que je suis confrontée à peut-être à la réouverture de ma blessure de l'adoption ou d'autres blessures, hein, d'autres, traumatisantes, je sais que ça changera, ça restera pas, c'est là pour l'instant, il faut accepter et puis voilà. Écoute, je te propose ainsi qu'à Cathy qu'on s'arrête sur ce chouette message que tu viens de passer à nos auditeurs. Pas de problème. C'était un plaisir d'échanger avec vous deux, d'avoir cet épisode
toutes les trois. C'était génial d'avoir... moi, j'ai toujours trouvé ça très intéressant d'avoir le ressenti côté du parent et de l'enfant, parce là, on l'a bien entendu aussi, on vit les choses différemment. Et le fait de pouvoir vous complémenter, comme vous l'avez si bien fait pendant cet enregistrement, j'ai trouvé ça génial. Donc, je vous remercie du fond du cœur pour votre partage à cœur ouvert, comme vous l'avez fait. C'est un plaisir partagé. Merci. Léa, si on veut te contacter, je suis désolée Cathy, je te demande pas ton compte Instagram. Je n'ai pas de compte Instagram. Donc du coup, je vais demander à Léa si elle a un compte Instagram sur lequel on peut la contacter, et auquel cas, même si vous voulez envoyer un petit message à Cathy, je pense qu'en passant par Léa, le message sera passé aussi. Oh oui, on peut me retrouver sur eiyura.studio, HEIURA.studio. Voilà, mes MP sont ouverts. Je suis très ouverte aussi pour parler de plein de sujets. Super. Écoute, je mettrai ton compte Instagram dans les notes de ce podcast. Je vous remercie encore une fois de votre partage. Je remercie aussi nos auditeurs qui nous ont écoutés pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi et autant qu'à Cathy et Léa, je pense. Oh oui. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.